Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Les marches pour le climat ont eu lieu ce week-end dans toute la France. Les violences à Paris ont-elles occulté le message de fond ? On en parle avec la sénatrice écologiste de Paris, Esther Benbassa. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. On va bien sûr parler de cette rentrée sociale agitée. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, nous serons en Franche-Comté. La loi anti-gaspillage arrive au Sénat à partir de demain. Quelles conséquences a-t-elle pour vous ? Vous le verrez toute la semaine. Et enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment de la PMA pour toutes qui arrive au Parlement demain. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce lundi 23 septembre. L'un des plus grands scandales sanitaires devant les tribunaux. Début aujourd'hui du procès fleuve du Mediator, prévu pour durer 6 mois. Cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim aurait fait près de 2000 morts. 4000 plaintes ont été déposées. Emmanuel Macron à New York pour le sommet spécial des Nations Unies sur l'action climatique. L'ONU appelle les dirigeants à arrêter les discours et à prendre des engagements concrets. Donald Trump et Jair Bolsonaro seront absents. Et puis le succès est toujours au rendez-vous pour les Journées du patrimoine qui avaient lieu ce week-end. Vous étiez plus de 12 millions à visiter les 17 600 sites ouverts au public. Le Sénat a lui attiré 22 500 curieux. Et on débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue de Paris, est écologiste, mais rattachée au Sénat, au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Bonjour. Bonjour Esther à vous. Benbassa, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors on en parlait samedi de mobilisation. On va parler de ce qui s'est passé à Paris avec vous. Les Gilets jaunes, la marche pour le climat, la réforme contre les retraites et des violences à Paris. Est-ce que Paris est condamné à ces scènes de violence tous les samedis ? Paris n'est pas condamné. Il faudrait peut-être changer de système, encadrer différemment les manifestations et demander à la police la sommation avant de lancer du gaz lacrymogène, des LDB et LBD, etc. Moi, j'étais aux manifestations. La manifestation des Gilets jaunes n'a pas pu se tenir parce qu'il y avait des Gilets jaunes un peu partout parce qu'on ne leur avait pas autorisé la manifestation, enfin ils n'ont pas reçu l'autorisation de manifester, donc ils étaient un peu dispersés, ce qui n'est pas très bien parce que c'est difficile à encadrer. C'est pas la bonne méthode, c'est vrai que c'est une nouvelle méthode du gouvernement par rapport au début du mouvement, d'interdire certaines zones de manifestation. Pour vous, c'est pas la bonne méthode ? Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, peut-être c'est voulu aussi par les Gilets jaunes qui ne veulent pas se faire remarquer immédiatement et souhaitent se disperser. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode. En revanche, ce qui est arrivé avec la manifestation climat est grave. La veille, vendredi, c'était une manifestation pacifique de jeunes. Il y avait même des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'était festif et il n'y a pas eu de soucis. Mais là, samedi, il y a eu des Black Blocs qui ont infiltré cette manifestation. Comment on fait dans ces cas-là, Esther Benbassa ? Écoutez, d'abord, moi j'ai suivi plus d'une trentaine de fois les Gilets jaunes dans leurs manifestations. J'ai vu débouler les Black Blocs. Ils sont visibles même de très loin et on peut quand même en amont discuter avec eux. La police peut faire comme en Allemagne, créer une sorte de dialogue afin de les empêcher de commettre des dégâts. Mais vous pensez Cela que est possible. Ce dialogue ? Il faut l'essayer. Là, cette fois-ci, il y avait des Black Blocs. Moi, j'étais au milieu de la manifestation. Je vais vous dire, moi, je ne les ai pas vus. Bon,
écoutez, on aurait pu quand même agir, la police aurait pu agir différemment. Les forces de l'ordre, ces temps-ci, sont un peu remontées, je peux comprendre, ils sont fatigués, des manifestations il y a tous les jours, quasiment, ici et là, enfin tous les samedis. Enfin, bon, on peut comprendre tout cela, mais là, il y a un problème de méthode, n'est-ce pas? Nous avons été tous quasiment fouillés à la sortie du métro. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu repérer des black blocs. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont raconté, mais oui, on m'a même pris mon thermos qui était dans mon sac. Donc, voilà, vous voyez, oui, parce qu'on a fouillé tout le monde. Le thermos est devenu une arme, et vu comme un outil qui peut causer des dégâts. Mais enfin, écoutez, il y a d'autres façons de faire, parce que ceux qui manifestaient samedi, ce sont vraiment des pacifistes. Les écologistes sont des pacifistes. Alors, il y avait des femmes avec des landaux, des femmes avec des bébés, des hommes avec des enfants en bas âge, parce que les gens n'ont pas peur d'aller aux manifestations pour le climat. Les écologistes, oui, dont vous parlez, étaient des pacifistes, mais est-ce que les Black Blocs, bien sûr, ils viennent pour casser les Black Blocs? Ça, je le sais, bien sûr, mais on peut trouver des solutions pour encadrer mieux ces manifestations et empêcher. Qui sont là pour casser, qui sont là pour. Oui, mais les manifestations dégénèrent. Il faut appliquer d'autres méthodes, puisque celles qu'on applique actuellement ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver d'autres solutions. Alors, et pas lancer des gaz lacrymogènes et des grenades à désencerclement, des tirs de LBD. Nous avions tous les yeux rouges. On a avalé ces gaz. On voyait des femmes, il y a eu des nassages. Ça fait que les femmes avec enfants, etc., n'arrivaient pas à sortir du groupe de manifestants parce qu'elles voulaient mettre leur enfant à l'abri. Il y a eu des sortes de bouchons et des gens étaient en panique. Et j'ai dit à mes amis écologistes, bon, là, vous voyez ce qui arrive quasiment tous les samedis aux Gilets jaunes. Alors, ça ne marche pas, on change de méthode. Il y a un problème de méthode, là. Les Black Blocs, dans d'autres pays, sont quand même pacifiés de différentes façons. Moi, je ne travaille pas à la police, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, mais les méthodes actuelles, elles me semblent très violentes et les messages sont brouillés parce que ces personnes voulaient montrer leur volonté de marcher pour dire au gouvernement ce que vous faites n'est pas suffisant, la planète est en mauvais état. On l'a entendu, mais certaines associations, pour mettre à l'abri les manifestants, ont appelé à quitter la manifestation. Donc ça a fait d'autres bouchons. Alors, c'était la panique et un peu d'hystérie. Alors, écoutez, quel est le sens de cette sorte d'agissement de la part des forces de l'ordre? Je ne les condamne pas, c'est pas pour dire qu'ils font ça pour embêter les manifestants, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. On ne peut plus manifester tranquillement. De la part du gouvernement, de la part du ministère de l'Intérieur? Oui, le gouvernement n'était pas très content qu'il y ait une convergence des luttes. Beaucoup de gilets jaunes ont rejoint le mouvement vers 12h30, 13h. Mais clairement, qu'est-ce que vous dites? Que le gouvernement, ça les arrangeait que ces manifestations dégénèrent pour empêcher cette convergence? Écoutez, moi, je ne veux pas porter de jugement. Je ne suis pas experte. Je suis une observatrice, c'est ce que je peux vous dire. Là, il y a eu quand même cafouillage. Et ce cafouillage, s'il est voulu, il est grave. Parce que là, c'est vrai qu'il y aura convergence entre les Gilets jaunes et les manifestants pour le climat. Parce qu'ils partagent aussi les mêmes soucis. Ce n'est pas seulement les soucis financiers, mais eux, faisant partie des couches précaires de la société, subissent avec leur voiture diesel la pollution. Ils achètent dans les low cost, c'est la malbouffe pour eux. Ils en parlent très souvent. Ils parlent de l'asthme de leurs enfants. Ils parlent de l'impossibilité de
chauffer leurs maisons qui sont des passoires thermiques. Ils ont un vocabulaire différent, mais ils partagent les mêmes soucis. Donc, peut-être cette convergence fait craindre au gouvernement des manifestations encore plus importantes. Et il y a cette idée que les gilets jaunes sont violents, donc on prend les devants. Et là, c'était vraiment donc, curieux. Donc, c'est une violence entretenue. Oui, mais c'est curieux. Moi, j'ai fait plusieurs marches pour le climat. Il n'y a jamais eu des actions de ce genre. Alors, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il y avait des Black Blocs et dans des manifestations pour le climat avant les vacances, qui étaient bien plus importantes que celles de samedi, il n'y avait pas de Black Bloc. Écoutez, si le ministère de l'Intérieur a une réponse à me fournir, j'en serai satisfaite. Eh bien, vous nous direz si vous avez une réponse, Esther Benbassa. On va passer à un autre sujet, puisque jeudi et vendredi dernier, vous étiez près de Saint-Étienne pour les journées parlementaires des groupes communistes à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'occasion pour vous d'affûter vos arguments contre les réformes à venir. Michael Spitzberg nous raconte tout. Sortie rurale pour les élus communistes. Sénateurs et députés se sont donné rendez-vous à Saint-Genès-l'Herpe, près de Saint-Étienne, dans l'exploitation agricole de Laurent Pinatel, ex-porte-parole de la Confédération paysanne. Une virée pédagogique. Et comment on accompagne financièrement quelqu'un qui fait... Passage au bio, réalité économique, mutualisation des moyens, l'agriculteur livre les secrets de sa petite entreprise. L'actualité n'est jamais loin des préoccupations des parlementaires, notamment sur la question de l'utilisation des pesticides et particulièrement du glyphosate. Comment tu vois l'évolution de certains paysans qui sont conventionnels, qui utilisent des pesticides, pour que petit à petit, ils se désengagent de ça? Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà plusieurs niveaux dans les catégories de pesticides. Ça nourrit des votes qu'on peut être amené à avoir dans nos assemblées respectives. Bien comprendre que l'incantation ne suffit pas, il faut du concret. Le concret, ça se réfléchit, ça se met en œuvre. Et je crois que les politiques ont intérêt à aller sur le terrain pour bien comprendre comment ça se passe. Mais les journées parlementaires sont aussi l'occasion de dresser un panorama de la situation politique du pays. Des barbouzeries du pouvoir à la marche vers une république plus autoritaire. Et de permettre aux groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat de se caler sur des sujets aussi divers que les retraites, l'agriculture, l'énergie ou la bataille contre la privatisation d'Aéroports de Paris, avec la volonté d'infléchir la politique jugée trop libérale d'Emmanuel Macron. Il y a urgence à changer de politique et notre ambition, je crois que cette année, plus que jamais, en ce milieu de quinquennat, sera de faire entendre cette autre voix et de peser sur les rapports de force. Dans cette rentrée sociale qui s'annonce chaude pour le gouvernement, les communistes seront de tous les combats. Esther Benbassa, on va parler de la réforme des retraites à venir. C'est la prochaine réforme. On imagine votre opposition à cette réforme. Il y a des manifestations. Il y en avait une samedi, alors qui est un peu passée sous les radars. Il y en a une demain de la CGT. Est-ce que vous irez ? Demain, je n'aurai pas le temps d'y aller puisqu'il y a la loi sur l'économie circulaire et anti-gaspillage. Donc, j'irai une autre fois. Mais vous soutenez ces manifestations ? Je soutiens, oui, parce que les Françaises et les Français qui ont cotisé pendant de longues années, qui ont travaillé dur, tiennent à leur retraite. Là, ce qu'on nous présente est très flou. C'est quoi les points? Chacun se demande est-ce que le point, la valeur du point va augmenter ou baisser selon les périodes de vaches maigres ou des périodes meilleures. On parle de la confiance. C'est quoi la confiance en politique? J'aimerais bien qu'on nous donne des détails. D'autres Françaises et Français, comme moi, se posent la question. Alors justement, ces Français, ils auront la parole puisqu'Emmanuel Macron, jeudi, va lancer la consultation citoyenne. C'est une bonne chose, ça ? Écoutez, la consultation citoyenne est une bonne chose, sauf si cette consultation se déroule comme le grand débat où M. Macron a parlé sans arrêt et les citoyens, je ne sais pas s'ils se sont exprimés pleinement. Alors, si c'est des monologues, je crois que cela ne va pas faire avancer les choses. Les Françaises et les Français veulent voir plus clair parce que la retraite, c'est aussi une partie de l'avenir. Déjà, beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens vivent avec des petits salaires, n'arrivent pas à finir les fins de mois, et là, ils se disent qu'ils seront aussi privés d'une retraite confortable, enfin,
moyennement confortables qui leur permettraient de vivre sans faire appel à leurs enfants. Un mot, Esther Benbassa, vous en parliez sur la loi anti-gaspillage qui arrive au Sénat demain. Brune Poirson parle d'un tournant écologique du quinquennat. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, le texte n'est pas mauvais, mais il n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de lacunes. L'économie circulaire, peut-être pour vos auditeurs, l'économie circulaire, c'est une économie qui fait passer du jetable au durable. À savoir, ce n'est plus extraire, fabriquer, consommer, jeter, mais c'est aussi aller plus loin, vu que les matières premières, aujourd'hui, les ressources de notre planète ne sont pas infinies et elles sont en train d'être gaspillées et je crains qu'elles ne soient menacées. Donc cette loi, elle est en 4 parties, pour dire très rapidement. Finissons-en avec le gaspillage, préservons les ressources et troisièmement, améliorons la collecte et le tri des déchets en passant par le système de la consigne. Et en dernier lieu, stopper le dépôt de déchets sauvages. On sait bien, mais peut mieux faire. C'est ce que vous nous dites. Ah oui. On va parler sur nombre de questions. Parce que cette loi ne parle pas du réemploi de ce qui est des matières recyclées. On suivra tout ça, bien sûr, toute la semaine. On va parler d'un autre sujet, le malaise des élus locaux qui est grandissant. Les élus des petites villes étaient réunis en fin de semaine dernière. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Esther Benbassa. À Uzès, où se sont réunies les petites villes et où Gérard Larcher était présent. Et oui, et Gérard Larcher avait conscience qu'il faisait face aux élus de la France des ronds-points, à cette France qui a nourri le mouvement des Gilets jaunes. Il a donc assuré vouloir réduire la fracture qui existe entre les territoires, qui s'illustre notamment par la fuite des services publics des campagnes, mais également par les déserts médicaux. Alors même si le gouvernement a fait une loi sur l'organisation du système de santé, une loi votée par le Sénat, Gérard Larcher estime qu'elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Écoutez-le. Département de l'Orne n'a pas, alors qu'il est à 80 km du CHU de Caen, une seule installation de médecins venant du CHU depuis 4 ans. Il a recruté le directeur du SAMU pour aller à l'université de Salamanque, recruter des médecins espagnols et les mettre aux Français. J'inaugure au Pertre, d'ailleurs avec Dominique Delège et Pierre Méhaignerie, une maison médicale où tous les médecins viendront de Roumanie. Et oui, donc Gérard Larcher. Pardon Alex, Gérard Larcher qui est revenu sur les réformes à venir qui vont concerner les élus locaux. Et oui, le Sénat va enrichir le projet de loi en faveur des élus locaux qui arrive à la Haute Assemblée début octobre. Gérard Larcher a pris acte également du transfert de la taxe foncière aux communes pour remplacer la taxe d'habitation qui a été supprimée. Le président du Sénat qui est également favorable au nouvel acte de décentralisation précisé par Édouard Philippe. Une décentralisation à la carte spécifique à chaque territoire. Gérard Larcher également favorable au transfert de 4000 fonctionnaires dès le début de l'année 2020 de Paris vers les territoires. Écoutez Gérard Larcher sur cette déconcentration de l'État. Nous avons besoin de l'État territorial. Nous avons besoin d'un État qui obtient des réponses. Et quand la préfète d'une grande région comme la Bretagne, qui a pourtant un contrat d'accessibilité entre l'État et son conseil régional, n'obtient pas les souplesses nécessaires et qu'il faut attendre d'agences qui ont pris le pouvoir ailleurs, la technocratie. Je ne vais pas faire de procès à la technocratie, c'est aussi parce que nous, élus, nous avons laissé le pouvoir glisser. Et que donc nous devons le reprendre. Et voilà, au final, le président du Sénat qui est plus en phase avec l'acte 2 du quinquennat, qui sera tourné vers les territoires. C'est en tout cas ce qu'a promis le Premier ministre. Vous y croyez, vous ? Merci Alex. Vous y croyez, Esther Benbassa, un acte 2 enfin tourné vers les territoires ? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas la foi, donc c'est difficile d'y croire, mais je l'espère. Mais il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas ? Notamment pour lutter contre ce découragement bien sûr, des élus, ce découragement des maires. Et la fuite des services publics. Monsieur Larcher parlait dans l'Orne de l'hôpital qui est à 80 km. Franchement, si une femme doit accoucher, 80 km, je ne vois pas comment elle pourrait arriver jusqu'à l'hôpital.
Bon, écoutez, il y a plein d'autres choses à faire. Aussi, oui, il y a aussi la confiance à donner aux maires qui sont les personnages clés des territoires. On les a oubliés. Vous voyez le découragement qu'il y a au sein des maires. Il faut que la confiance revienne. Il faut leur donner des gages. La confiance ne revient pas automatiquement. Les territoires, c'est l'âme de la France. Et il faut que la technocratie parisienne regarde dans le sens des territoires et ce serait très bien. Allez, on a bien compris votre message. Comme tous les jours, on va se rendre maintenant dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Montpellier. Retrouvez le rédacteur en chef du Midi Libre, Olivier Biscay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Olivier. Olivier, le Midi Libre qui fait peau neuve. Nouvelle formule pour votre journal. Oui, Midi Libre réveille ton quotidien, c'est la punchline de cette année, de cette rentrée. Une maquette plus aérée, plus claire, en tout cas c'est ce que nous voulons depuis hier matin. Et des nouveaux rendez-vous installés tout au long de la semaine. On a doublé nos pages économie, lancé un supplément week-end, travaillé autour des initiatives vertes des particuliers, des associations. Mais surtout ce que nous voulions, c'est co-construire ce journal avec les lecteurs. On s'est rendu compte ces derniers mois que nous étions parfois en décalage avec les attentes et les préoccupations de nos lecteurs du terrain. Et donc, on va davantage intégrer nos abonnés, nos lecteurs, à nos conférences de rédaction, à nos rencontres, à l'élaboration du journal au quotidien, en les sollicitant, et on l'a fait ce week-end, déjà en ouvrant nos portes lors des Journées du patrimoine et en intégrant nos lecteurs à la réflexion sur le chemin de fer, le déroulé du journal. La une de ce matin, par exemple, elle correspond vraiment à ce qu'attendent nos lecteurs. Plus de visages, plus de lisibilité. Didier Deschamps qui est à la une, le patron, c'est le lecteur, le patron c'est Didier Deschamps qui est à la une de Midi ce matin. Et Olivier, il y a un événement pour vous cette semaine, c'est la venue d'Emmanuel Macron dans votre région pour lancer la consultation citoyenne et vous suivrez bien sûr tout cela au Midi Libre. Alors on va suivre cela, en effet, l'État Rodez, mais on va aussi y participer grandement puisque 500 lecteurs et abonnés du groupe Dépêche, puisque c'est un événement aussi Dépêche du Midi Libre, seront présents à Rodez pour poser des questions à Emmanuel Macron, des abonnés de Centre Presse dans l'Aveyron, la Dépêche du Midi et Midi Libre, débat que j'animerai aux côtés du président de la République, jeudi. On suivra tout ça. Merci beaucoup Olivier Biscay. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin à Montpellier. Et bien sûr, on souhaite longue vie à cette nouvelle formule du Midi Libre. On va maintenant regarder Esther Benbassa, la presse du côté de votre région avec Alexandre Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Oui, Le Parisien qui revient sur la journée sans voiture qui a été organisée hier à Paris. C'était la 5e édition de la journée sans voiture et on ne peut pas dire que ça a été un franc succès. Alors tout d'abord, il pleuvait, donc les touristes et les Parisiens n'ont pas pu profiter de Paris sans les voitures. Et puis il y avait un deuxième problème, les restrictions de sécurité décidées par la préfecture de police de Paris par peur d'avoir des mouvements de Black Bloc au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes. Résultat, une dizaine de stations de métro fermées, les quartiers de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur bouclés. Et c'est finalement une Parisienne, Annie, qui a bien résumé cette 5e journée sans voiture. C'était une journée sans voiture, sans soleil et sans métro. Et on va maintenant aller dans le Val-de-Marne, Esther Benbassa, puisque c'est un département que vous connaissez bien. Et oui, sur le site d'information 94 citoyens, on fait le point sur la récolte de signatures autour d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors on rappelle les règles, il faut récolter 4,7 millions de signatures d'ici au mois de mars 2020. Cela fait 10% du corps électoral. Et pour l'instant, on est loin du compte avec une moyenne nationale à 1,8%. Alors pour les habitants du Val-de-Marne qui veulent s'informer sur cette privatisation, il y a un débat demain soir à Nogent-sur-Marne avec les deux députés du département. D'abord un député qui est contre, le LR Gilles Carrez, et un député pour la privatisation, le député La République En Marche, Laurent Saint-Martin. Merci beaucoup Alex. Esther Benbassa, ce référendum contre ADP. Le nombre de signatures nécessaires, je crois qu'aujourd'hui on en est à 770 000. Est-ce que vous espérez atteindre le seuil qui est de plus de 4 millions ?
Écoutez, moi, je suis très investie. J'espère qu'on arrivera déjà à 1 million, c'est très bien, et qu'on le dépassera. C'est vrai que 4 700 000, c'est énorme. Le président lui-même voulait changer, n'est-ce pas, ce seuil. Néanmoins, il y a une vraie mobilisation. Vous voyez, même le responsable du journal que vous avez présenté, de Midi Libre, n'est-ce pas, parle de la démocratie participative pour son journal. Et là, ce référendum est un modèle, un mini-modèle de référendum participatif. Vous savez que c'est la première fois depuis son inscription dans la Constitution qu'il a lieu. C'est quand même une première. Donc, ce fameux RIC des Gilets jaunes est devenu le RIP. Et bon, on y va, n'est-ce pas? Tout le monde est un peu dans cette idée de démocratie participative pour remettre les pieds sur le sol, parce que aussi bien les médias, aussi bien les politiques, nous sommes un peu hors sol. Et ce référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris est une avancée dans cette démocratie participative, puisque aujourd'hui, c'est un thème clé et nous devons aller vers cette démocratie pour que nos concitoyennes et concitoyens regagnent la confiance et vraiment l'idée et la volonté de participer à ce qui se passe plus haut. Esther Benbassa, il nous reste 40 secondes, mais je voudrais vous entendre sur un sujet, le débat sur l'immigration qui aura lieu au Parlement la semaine prochaine. Est-ce que c'est bien qu'un débat ait lieu sur ce sujet au Parlement ? Je veux bien qu'il y ait un débat. Nous sommes pour le débat, tous, toutes. Mais là, ce qui me gêne, c'est là ces idées qui sont lancées sur la suppression de l'aide médicale d'État. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes un pays d'accueil de tout temps. Il faut pas qu'on touche à cette aide qui concerne surtout les tout petits revenus de moins de 800 € et surtout les étrangers non régularisés. Alors, écoutez, aucun médecin aujourd'hui en France ne laissera dans la rue quelqu'un sans l'avoir soigné. Et on suivra ce débat au Sénat, ce sera le 2 octobre. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Dans moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Nous parlerons bien sûr de cette rentrée sociale qui s'annonce agitée. Vous le voyez, il est déjà avec nous. Mais d'abord, regardez ce qu'il s'est passé sur Public Sénat ce week-end. C'était la rentrée de Parlement Hebdo, l'émission qui vous résume la semaine parlementaire. L'invité était le sénateur Les Républicains Alain Joyandet. Il revient sur la une du Time Magazine avec Emmanuel Macron qu'il compare à un certain Nicolas Sarkozy. Une image, c'est Emmanuel Macron qui fait la une du Time américain. On le voit, Alain Joyandet, il se remonte les manches. Vous, quelle est votre interprétation de cette image ? Est-ce qu'il est à la tâche ou est-ce qu'il a encore bien du boulot à faire, bien du boulot pour l'exécutif et pour réformer la France ? Bon, la photo a été choisie avec son accord, personne n'en doute. Donc, elle est signifiante, donc. Donc s'il se retrousse les manches, ça veut dire qu'il veut faire passer le message qu'en France, il faut se retrousser les manches. Ce que je veux dire, Emmanuel Macron est devenu une star. Il est devenu une star mondiale de la politique. Nicolas Sarkozy, en son temps, a été une star mondiale de la politique. Et sur ce genre de personnage repose une responsabilité particulière. C'est pour ça qu'on ne peut pas souhaiter l'échec d'Emmanuel Macron. Parce que si Emmanuel Macron venait à échouer, compte tenu de son image mondiale aujourd'hui, ce serait terrible pour la France. Voilà, donc il faut qu'il écoute, il faut qu'il regarde à sa droite et à sa gauche ce qui se passe pour essayer de réussir pour mon pays, pour notre pays. Je ne suis pas là dans la politique politicienne. Il réforme au pas de course pour vous ? Pardon ? Est-ce qu'il réforme au pas de course, dans le bon sens ? Je pense qu'il enclenche les sujets au pas de course. Sur le plan de la communication, les choses sont enclenchées au pas de course. Ce qu'il faut vraiment faire à un moment donné, et là, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. J'allais dire, c'est une ultime responsabilité avant l'arrivée des populistes. Il faut qu'on arrive à mettre en adéquation les discours, les sujets de communication et le fait que les Français se disent « enfin, ça change ». Le jour où les Français diront « enfin, ça change », ce qu'on nous dit,
On le voit, on le fait. À ce moment-là, je pense que pour la République, ce sera un atout formidable pour l'avenir. Une toute petite question. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est le nouveau Nicolas Sarkozy? Parce que vous avez fait l'analogie il y a un instant. J'ai pas fait d'analogie. J'ai dit juste que l'un et l'autre ont été des stars mondiales de la politique. Nicolas Sarkozy avait dit lui-même d'ailleurs que quelque part, il y avait quelques analogies. Je dois dire très objectivement que je retrouve quand même certains traits communs. Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales, les Indes radios et la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction nationale du groupe EBRA. Ce sont les quotidiens régionaux de l'Est de la France. On va bien sûr parler avec vous, Laurent Berger, de cette mobilisation de samedi. Mobilisation des Gilets jaunes, marche pour le climat, réforme contre la réforme des retraites, je vais y arriver. Les mobilisations se sont bien passées en province, on va le préciser, mais pas à Paris. Est-ce que désormais il est devenu impossible de manifester dans la capitale ? J'espère pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue d'une manifestation extrêmement importante sur le climat, ce dont on parle, c'est des violences. Et c'est désastreux. C'est désastreux parce que j'étais vendredi, moi, à Bruxelles, avec la Confédération européenne des syndicats. Il y a eu une manifestation à Bruxelles, 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles, pas un problème. On a parlé de quoi ? On a parlé du climat et de cet enjeu fondamental qui est le réchauffement climatique et les impacts que ça va avoir sur nos vies. Et donc, je le regrette, mais à Paris, il n'y a pas possibilité aujourd'hui de manifester. En tout cas, samedi, il n'y avait pas possibilité de manifester. Le cortège n'a quasiment pas pu partir. Tout ça parce que certains viennent semer la violence. Et moi, je le condamne. Je trouve ça désastreux parce que, quelles que soient les raisons de la mobilisation, il y avait d'autres mobilisations sur d'autres sujets, vous l'avez dit, eh bien, finalement, on n'en parle pas après et c'est un vrai problème. Vous condamnez, mais comment on fait ? Comment on fait pour lutter contre ces black blocs ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité publique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tous ceux qui sont des acteurs responsables, les acteurs publics, affirme très clairement qu'il y a un problème de violence de la part de Black Bloc et de quelques autres et qu'il faut condamner. Et d'autre part, il faut regarder comment on peut gérer des mobilisations dans le cas. Mais il n'y a pas de solution. Enfin, c'est un vrai problème. Après, il faut aussi dire, vous l'avez dit, qu'ailleurs en France, des cortèges se sont déroulés dans de bonnes conditions. On a vu des drapeaux syndicaux, associatifs marcher contre le réchauffement climatique et pour des actions très concrètes. Et c'est de ça dont il faudrait aujourd'hui objectivement parler, plus que quelques idiots, plus qu'idiots parfois, qui sèment la violence sans autre but que semer la violence finalement. Vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on est en famille, on n'a pas envie de venir défiler avec ses enfants, avec ses grands-parents. Oui, mais je le comprends d'autant mieux que moi, je suis un enfant de la manifestation, d'une certaine manière. J'y allais avec mes parents, j'ai emmené mes enfants. Voilà, mais que voulez-vous que je vous dise ce matin ? J'ai pas de solution. Je dis juste qu'il y avait des milliers de personnes à Paris, à l'appel de tout un tas d'organisations, dont la CFDT, qui samedi voulaient marcher pour dire il est grand temps d'agir contre le réchauffement climatique et de concilier la transition écologique avec la justice sociale. C'était ça le message que nous voulions porter. Malheureusement, ce n'est pas celui qui émerge parce que des gens sèment la violence. Oui, on a aussi vu des gens qui n'étaient pas violents, mais chacun venait un peu avec sa banderole. On avait Greenpeace qui disait qu'il faut arrêter le nucléaire, d'autres qui étaient là avec des banderoles anti-compteur Linky, d'autres il faut arrêter de manger de la viande. Vous comprenez que tout ça, ça peut créer la confusion et qu'on n'est pas centré sur le sujet en fait. Oui, mais là, c'est un autre sujet que la violence. Non, c'est un autre sujet, mais je pense que concrètement, peut je crois, moi, pour le voir auprès des adhérents et des militants de la CFDT et plus largement, qu'il y a une vraie prise de conscience sur les défis du réchauffement climatique et les conséquences absolument désastreuses que ça peut avoir sur les emplois, sur le travail, sur nos vies quotidiennes et puis évidemment sur la survie de la planète. Et après, bien sûr, il y a des sensibilités différentes. Mais je crois que, encore une fois, on se démarque négativement à Paris. Il y a plein de gens partout dans le monde qui se sont mobilisés en disant aux gouvernements internationaux, d'une certaine manière, avec l'Assemblée de l'ONU cette semaine, il est temps d'agir. Il faut passer de la parole aux actes. Pour certains, il faudrait déjà passer à la parole pour certains leaders mondiaux, gouvernants mondiaux. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si on ne fait rien,
tous les autres sujets qu'on peut aborder n'auront plus... Mais Emmanuel Macron ne fait rien aujourd'hui, il n'est pas passé aux actes. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait rien qui se faisait, mais si on veut passer aux actes, par exemple, au niveau européen, il faut mettre en place, encore plus fortement que le propose Mme von der Leyen, un plan d'investissement massif dans la transition écologique. Et ça veut dire qu'il faut plusieurs centaines de milliards pour un pacte finance-climat au niveau européen. Ça veut dire également qu'il faut enlever de la règle des 3%, tout ce qui sera investissement dans la transition écologique. Voilà, ça c'est des actions très concrètes. Et après, le gouvernement, il mène un certain nombre d'actions sur l'émission de gaz à effet de serre, etc. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Le niveau européen est le bon niveau pour le faire. Et nous, maintenant, on attend des actes dans ce cadre-là. On va parler de la réforme des retraites, puisqu'une manifestation contre la réforme des retraites avait également lieu samedi à l'appel de Force ouvrière. On en a peu parlé, elle a peu mobilisé. Est-ce que le grand perdant ce week-end, c'est le syndicalisme, ce sont les syndicats ? Non, mais il faut arrêter de considérer que le syndicalisme... Moi, Force ouvrière a fait sa mobilisation, je le respecte, il n'y a pas de sujet là-dessus, et je ne vois pas pourquoi ils seraient les perdants d'une manifestation qu'ils ont fait dans le calme. Et vous voyez comme je suis fair-play. Avec très peu de monde. Oui, mais ça, d'accord, mais arrêtons de dire que le syndicalisme est perdant. Le syndicalisme n'est pas perdant. Le syndicalisme était dans la rue, sur le climat, avec beaucoup de militants CFDT qui voulaient aller manifester, qui l'ont fait ailleurs en France, mais qui n'ont pas pu le faire correctement à Paris. Non, le syndicalisme, il est soumis aux mêmes contradictions, aux mêmes difficultés que l'ensemble des institutions. C'est-à-dire une forme de défiance généralisée. Et plus on donnera à voir, je vous le dis très franchement, plus on donnera à voir des gens qui sporadiquement vont s'engager, vont faire des choses, vont être un peu violents, etc. Et moins on donnera à voir à ceux qui essayent de construire des propositions, des idées, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Eh bien, on fera reculer la démocratie, finalement. De quoi on a besoin dans cette période ? De quoi on a besoin ? On a de profondes transformations écologiques, technologiques, qui sont à l'œuvre avec de profonds risques sur le travail, sur nos vies quotidiennes, etc. Et tout ça se fasse sur un fond de défiance énorme, comme on a rarement connu. La défiance dans toutes les institutions et la défiance entre les citoyens eux-mêmes, qui reculent. Si on a besoin de remettre sur la table de vrais sujets, les vrais sujets, et de se dire comment on les prend. Et comme on n'y arrive pas, ça donne le sentiment que personne ne fait rien. C'est pas vrai. Dans les entreprises, tout un tas de syndicalistes au quotidien font un travail extraordinaire dont on parle peu et permettent à des entreprises de concilier de la performance économique, mais aussi de la justice sociale. Jean-Paul Delevoye a concerté pendant 18 mois, vous l'avez déjà vu, et là, on repart sur 18 mois de concertation. De quoi allez-vous parler sur cette réforme des retraites ? Le rapport Delevoye qui est sorti en juillet, il était l'objet de 18 mois de discussion pour savoir si on pouvait aller vers un système universel des retraites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un système où la base est commune. Ça ne veut pas dire un système uniforme. Il faut qu'on soit très clair. Ce rapport, il dit, voilà, ce système universel, il est possible. Mais il y a un certain nombre de conditions à réunir. Et dans ce rapport, il y a des points avec lesquels on est en accord, notamment la question, par exemple, de ce système universel, la question de la majoration dès le premier enfant plutôt que d'attendre le troisième enfant, etc. Il y a des points avec lesquels nous sommes en désaccord. C'est cette idée qu'il faudrait travailler plus longtemps, alors que ce dont il est question, c'est une réforme de justice, mais pas une réforme budgétaire. Et puis, il y a des points avec lesquels c'est pas assez présent, notamment la prise en compte de la pénibilité pour davantage de personnes, la question de la possibilité de retraite progressive qui n'existe pas suffisamment et qui est une vraie aspiration, parce que nous, on a fait une enquête sur les retraites auprès de presque 100 000 personnes qui montrent que les gens ont des aspirations à partir de façon progressive. Il n'y a pas suffisamment de choses sur les mesures de compensation pour les fonctionnaires, notamment qui n'ont pas de prime, parce que certains verront leur prime intégrée, mais ceux qui n'en ont pas, il faut en discuter. Donc il faut continuer à discuter pour savoir quelles sont les conditions d'une réforme systémique. Ça va être technique. Et puis, oui, de toute façon, les retraites, c'est tellement technique. C'est tellement technique que tout le monde en parle sans forcément en parler correctement. Et deuxième élément, c'est qu'il va falloir regarder profession par profession. Parce que moi, je comprends l'inquiétude d'un certain nombre d'agents ou de salariés qui sont aujourd'hui dans des régimes qu'on qualifie de spéciaux ou particuliers. Et donc, il faut regarder quelle va être la période de transition pour que personne n'y perde. Et ça demande du temps. Et donc, c'est quand même incroyable que la rentrée sociale se fasse sur la question des retraites, qui est plutôt sur une logique de temps long, et qu'on ne parle pas suffisamment de travail,
de qualité de vie au travail, qu'on ne parle pas suffisamment d'emploi. On est en train de vivre des moments très particuliers dans le transport aérien, on va y venir, etc. Qu'on ne parle pas suffisamment, objectivement, de réchauffement climatique et d'enjeux d'articuler ça avec la justice sociale, qu'on ne parle pas suffisamment de pauvreté. Donc, les retraites, ça polarise des inquiétudes. Il faut prendre du temps d'en discuter et on verra à la fin si on est d'accord ou pas d'accord. On va y venir, mais sur la méthode, vous le disiez, il y a une grève à la SNCF demain. Les agents de la RATP disent qu'ils se mettront en grève illimitée à partir du 5 décembre, et ce, avant même le début de la consultation citoyenne, alors que des discussions sont encore en cours. Est-ce que c'est une bonne méthode de leur part ? Vous savez, c'est pas la nôtre. C'est pas celle de la CFDT. Les cheminots CFDT ont dit, il y a la discussion, on veut savoir comment ça se passe et on verra à l'issue. Et c'est l'attitude qui est adoptée par la CFDT en général. Donc c'est pas la bonne méthode adoptée par les autres. C'est pas celle qu'on emploie. Les autres l'emploient, c'est leur problème d'une certaine manière. Moi je crois qu'il n'y a que ceux qui ne rentreront pas dans les discussions qui n'auront pas de résultats. Moi je vais vous dire, parmi les sujets qu'on veut pousser à bloc, il y a la question de la pénibilité. Parce que moi je suis tout à fait d'accord qu'un agent de la RATP qui fait l'entretien des voies, notamment la nuit, etc., il ait la reconnaissance de sa pénibilité et puisse partir plus tôt. Mais je souhaite également que la personne qui travaille dans l'agroalimentaire, dans des conditions extrêmement dégradées, puisse, dans certains cas, partir aussi. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de considérer qu'il faudrait... Il n'y a pas de enfin, moi, j'ose le dire, il n'y a pas de privilégiés, forcément, dans le système des retraites. Il y a des injustices. Et donc, il n'est pas question de prendre aux uns pour donner aux autres. Il est question de considérer qu'on n'est pas dans un système qui va bien. Moi, ce qui m'agace parfois dans d'autres organisations syndicales, je vous le dis, c'est des gens qui disent « Mais le système, aujourd'hui, il est parfait, il va très bien ». D'abord, ils oublient de dire que s'il est à l'équilibre financièrement, c'est que d'autres ont pris leur responsabilité à certains moments pour le mettre à l'équilibre. Et que dont la CFDT. Si aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler de mesures budgétaires, c'est parce qu'il est quasiment à l'équilibre. Et donc, la question, elle est son amélioration en termes de qualité et donc de justice sociale. Et le système, il n'est pas parfait. Les femmes, en moyenne, ont 30% de retraite en moins que les hommes. C'est un système parfait, ça. Donc vous dites clairement les gens qui ont commencé, qui ont des carrières pénibles, pour une part d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas dans les bons secteurs, ne partent pas avant au niveau de la retraite. Ce n'est pas un système juste. Donc, il faut remettre de la justice. Est-ce qu'il faut mettre fin aux régimes spéciaux aussi, Laurent Berger ? Mais non, mais ce n'est pas la fin des régimes spéciaux, c'est la mise en place d'un régime universel qui pourra avoir des spécificités professionnelles. Mais ce qui est important, c'est que dans un moment où les solidarités reculent dans notre pays, on puisse se dire qu'on soit tous dans le même bateau pour dire quand je cotise 1 euro, ça a le même rendement pour tout le monde, et c'est parce qu'on est tous dans le même bateau qu'on va la défendre ensemble, cette retraite, et pas chacun de son côté à tirer des bords. Justement, ceux qui refusent le système à points ou qui le contestent disent aujourd'hui, je suis dans le public, c'est calculé sur les 6 derniers mois, je suis dans le privé, en gros, c'est calculé sur les 25 meilleures années. Là, il va falloir diviser tout par 42, 43, 40. Non, mais vous divisez rien, vous avez des points. Mais, oui, les points début de carrière. Mais regardez, sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois, c'est très bien si vous avez une carrière ascendante. Quelle est la réalité d'un certain nombre de salariés de la distribution, de certains salariés dans les services ? Quelle est la situation des salariés, des agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale ? Ce n'est pas des carrières comme ça, monsieur. C'est des carrières extrêmement plates. Et donc, les 6 derniers mois, par exemple, pour les agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale, si vous n'intégrez pas les primes, c'est moins bénéfique que si vous intégrez les primes. On le sait, en fin de Eh carrière. bien, justement. Les 2 dernières années, ils sont toujours promus pour avoir une meilleure retraite. Oui. Et puis, au début de leur carrière, ils galèrent, ils ont du mal à se loger quand ils sont mutés à Paris. Oui, mais c'est ça qu'il faut changer. Ça veut dire qu'on peut avoir une discussion professionnelle avec, par exemple, les enseignants sur la question des carrières, des rémunérations, pour que, à la fin, ce soit neutre au niveau de la retraite, mais la promesse, ce soit mal payé pendant toute ta carrière, et puis par contre, t'inquiète pas, à la fin, c'est quoi ce pays qui considère que le Graal, c'est le moment de la retraite, et c'est pas quand on est au travail, sur la qualité de vie au travail, et aussi sur les carrières et les rémunérations. Vous parliez des difficultés dans le transport aérien, Laurent Berger. On va y venir. Des compagnies françaises, Aigle Azur, XL Airways, connaissent de graves difficultés financières. Cette nuit, on a appris que Thomas Cook, entreprise britannique, était en faillite. Thomas Cook, c'est quand même 500 salariés en France. Est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, je suis très inquiet. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord la raison de l'action de consommation, d'une certaine manière. Et c'est l'illustration que sur beaucoup de sujets, il faut des politiques menées par ceux qui gouvernent. Il faut aussi que les personnes aient des pratiques qui soient
vertueuse d'une certaine manière. Et je pense notamment pour les transports aériens, quand la low cost sont sur le marché, évidemment qu'on sait que c'est dans des conditions sociales dégradées, etc. Donc, mais je suis très inquiet. Sur le transport aérien, regardez, prenons juste Aigle Azur qu'on n'a pas été capable pour l'instant de sauver. Aigle Azur, il va disparaître, malheureusement, en tout cas pour l'instant, même si moi je pense qu'il faut se battre pour une reprise et que je regrette qu'Air France ait dû jeter l'éponge. Il y a la moitié des créneaux d'Aigle Azur qui vont être remis sur le marché. Il y en a certains, ils vont être redistribués entre les compagnies d'Orly. Les autres, elles vont être remis sur le marché. Qui va les saisir? Les compagnies low cost. C'est-à-dire ça tire vers le bas. Et donc, le vrai modèle, c'est un modèle de développement de la qualité et du service. Et ce n'est pas un modèle low cost qu'il faut promouvoir. Et aujourd'hui, on est face à un double phénomène, y compris Thomas Cook qu'on a pris dans la figure tous en se levant ce matin. C'est un phénomène de consommation, d'évolution des usages qui fait que ça met en difficulté les intermédiations. Et c'est l'impact de la révolution technologique du digital. Et puis, une question aussi de low cost qui est en train de pénétrer de plus en plus le transport aérien et les voyages. Et là, on a un vrai risque. Vous parliez d'Air France, XL Airways en appelle à Air France pour sauver ses salariés. Mais oui, mais parce que Air France, ça fragilisera Air France de ne pas reprendre Aigle Azur ou de ne pas s'impliquer dans XL. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça fragilisera parce que sur le court et moyen courrier, ça fera l'entrée dans le marché des compagnies low cost ou le renforcement des compagnies low cost au détriment de quoi? Au détriment d'Air France. Donc pour vous, Air France doit aider XL Airways. Mais oui, il faut avoir des stratégies industrielles, y compris dans le transport aérien, des stratégies industrielles françaises et européennes. C'est absolument indispensable, sinon on va voir, je suis désolé, mon modèle de développement de l'aérien, c'est pas EasyJet. Et mon modèle social, c'est pas EasyJet. Et donc, il faut pour ça s'impliquer dans les reprises de ces compagnies. On peut aussi parler d'Alstom sur l'industrie. Oui, c'est une catastrophe. Alstom, le passage des trains corail à un marché, à une entreprise espagnole, alors qu'on a un problème à Alstom. On va peut-être préciser que la SNCF a choisi un constructeur espagnol pour ses 26 nouveaux trains intercités. Une usine française, quand même. L'usine sera Bagnères de Bigorre. Oui, d'accord, mais enfin, on a des sites industriels à d'Alstom qui sont en difficulté à Belfort. Et le choix, vous voyez, on est quand même un peu excusez-moi de le dire, un peu chez les dingues. Et donc, on est super en colère du choix qui a été fait par la SNCF parce que c'est au détriment des travailleurs d'Alstom qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Et donc, ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On a le droit d'avoir des stratégies industrielles. On a le droit quand même de pouvoir considérer qu'il y a des priorités en termes de maintien de l'emploi dans notre pays et en Europe, même si là, ce sera évidemment en Europe avec l'Espagne. Il faut un peu de patriotisme alors industriel. Moins de naïveté. Le patriotisme, moi, c'est pas mon vocabulaire. Il faut moins de naïveté. Il faut moins de naïveté en France, mais il faut moins de naïveté aussi au niveau européen. Je le dis, on se bat pour ça avec la Confédération européenne des syndicats. Mais là, sur Alstom, c'est insupportable. Vous savez ce qui est en train de naître en ce moment? C'est plutôt des conflits comme ça, sur un certain nombre de secteurs. On a parlé d'Alstom, on a parlé de l'aérien, on pourrait parler d'EDF avec le projet Hercule qui va séparer l'entreprise en deux pour des raisons d'abord financières et pas vraiment de stratégie industrielle. On peut parler de la direction des finances publiques avec la suppression massive des emplois. Il y a eu une grève la semaine dernière qui a été très très suivie. Tout ça, ça met en ébullition le monde du travail et la question sociale. Une étincelle peut faire repartir tout ça comme on a eu les Gilets jaunes? Personne ne peut prédire quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que dans une société où la confiance recule et où les questions sociales sont de plus en plus difficiles à traiter, et oui, il peut y avoir... Et moi, je le dis, le gouvernement, il doit recréer le dialogue et la confiance. Et il ne le fait pas. Est-ce que vous avez senti un changement de méthode? Parce qu'ils affichent une nouvelle méthode. Vous savez, ce serait une posture de dire non. Donc je dis oui. Oui, c'est vrai, on a été reçus très vite fin août avec toutes les organisations qui ont initié le pacte du pouvoir de vivre qui impulse une transition écologique juste. Donc on a été reçus et on nous a dit on va discuter de ça. Maintenant, il faut des actes. D'abord, il faut, dans les secteurs professionnels, entendre les mécontentements. Je pense à EDF notamment, je pense à la direction des impôts, enfin des finances publiques. Parce qu'on ne peut pas considérer que ce n'est pas grave, ces gens-là, on n'a pas à les écouter. Il y a eu 2 mouvements très très forts de grève et de mobilisation. Il faut savoir dire qu'on s'est trompé à certains moments. La réforme de l'assurance chômage, c'est 1,4 million de personnes qui vont être concernées. Et puis, il faut aussi dire, voilà, on discute,
Discuter, ça veut dire on n'entend pas simplement les revendications que vous portez, mais on y répond. Et voilà, il y a eu un changement de méthode, de comportement, c'est évident. Maintenant, il va falloir qu'on puisse discuter, et ça va être vrai sur les retraites aussi. Il faut qu'on soit écouté, sinon on sera en désaccord. On va parler justement de cette réforme de l'assurance chômage, puisque le rapport de l'UNEDIC sur l'assurance chômage va être publié demain, mais Le Monde révèle un document de travail qui montre que le durcissement des règles de l'indemnisation chômage à partir du 1er novembre pourrait concerner 40% des demandeurs d'emploi. Qu'en pensez-vous ? On l'a toujours dit. Dès le départ, moi j'ai dit, la CFDT a dit, ça va être une tuerie, entre guillemets, excusez-moi ce terme un peu trivial, tout simplement parce que la seule logique, c'est une logique budgétaire sur le dos des chômeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est 1,4 million de personnes qui vont subir l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage. Ils vont subir quoi ? Soit un raccourcissement de leurs droits, soit une baisse d'indemnisation, pour certains de 25 à 50%, soit le fait qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer sur le marché du travail. Vous voyez, c'est des gens qui vont concrètement subir la réforme financièrement. Et avec notamment la dégressivité pour les plus hauts revenus, comme on dit, même si ce n'est pas forcément très haut, avec le fait qu'il va falloir cotiser 6 mois au lieu de 4 mois, etc. Donc ça va créer des trappes à pauvreté. Cette réforme, elle est injuste. Et puis d'autre côté, on nous a dit, oui, mais on va aussi responsabiliser les entreprises. Les décrets, bizarrement, pour instaurer le bonus-malus dans cette petite branche, malheureusement, ils ne sont pas encore parus. Et la mise en place du bonus-malus, c'est pour 2021. Donc je vous le dis, cette réforme, c'est exactement ce que la CFDT avait dit en juin et juillet. Elle est faite pour une logique purement budgétaire. Elle va rapporter 3,4 milliards, voire plus selon certaines études. 4,5 milliards selon les Échos. Plus, selon certains, 4 milliards sur le dos de qui ? Des demandeurs d'emploi. Eh bien, moi, je vous le dis, ce n'est pas le modèle de protection sociale, ni le modèle de société que j'ai envie de prôner. Et donc, le gouvernement, il a fait ses décrets, il en portera une responsabilité. Et je vous le dis, la CFDT, elle s'est créée un droit de suite. Ça veut dire que tout au long de l'année, on va donner les éléments très concrets dans l'impact des demandeurs d'emploi de cette réforme. Et on va le faire notamment avec une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle contre le chômage, avec d'autres associations pour illustrer que ça s'incarne tout ça. C'est pas que des chiffres, c'est pas 3 milliards, 1,4 million, etc. C'est dans la vie des demandeurs d'emploi, il y a un impact très concret qui va être désastreux malheureusement. Alors justement, que ce soit sur EDF, que ce soit sur le chômage, que ce soit aussi sur les retraites, partout, on parle de mesures pour aussi redresser les comptes. Alors faut-il accepter des déficits ? Là, on parlait de 4,5 milliards. Le Conseil de retraite parle de 10 milliards pour les retraites. Est-ce que finalement, il ne faut pas continuer à accepter des déficits ou trouver d'autres moyens de renflouer les caisses ? Ce dont on parle, c'est du pays. C'est d'un destin. C'est d'une communauté nationale, européenne. Ça veut dire qu'on parle de sens. On ne parle pas de budget. Depuis quand on gouverne. Non, mais Bruxelles nous impose 3% non, mais de déficit. Bruxelles, c'est personne. Bruxelles, c'est tout le monde. Bruxelles, c'est le gouvernement européen. C'est le traité que nous avons signé au nom du peuple. Oui, et tout ça, on peut en discuter. Et moi, je suis pour les règles budgétaires. Je ne suis pas pour qu'on transmette aux générations futures des dettes insupportables. Mais sérieusement, quels sont les deux grands enjeux qui sont sur la table aujourd'hui ? Le grand enjeu, c'est l'enjeu écologique et environnemental avec le réchauffement climatique qui a un impact sur toutes les solidarités, etc. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la justice sociale et du soutien aux plus en difficulté. Par exemple, nous, on réclame une mesure de revalorisation du RSA. C'est le soutien de ceux qui sont dans des métiers les plus difficiles pour qu'ils puissent avoir une auto-répartition de la richesse, avoir des retraites meilleures. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne donne pas le sens de ce qu'on poursuit, si ce pays est gouverné sans forcément d'horizon, si c'était un horizon budgétaire, et sans forcément être bien ancré sur les valeurs qui sont les nôtres, on se perdra, et on n'en aura rien à faire, excusez-moi de le dire comme ça, de savoir si c'est 1 milliard ici, 1 milliard de ça, de plus ou de moins. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le mal-être qui est en train de s'exprimer de différentes manières, il faut donner du sens à ce qui va être fait. Et le sens, c'est un autre modèle de développement, plus vertueux sur les questions environnementales et plus juste sur la question sociale. Et c'est le combat qu'il faut mener. Merci beaucoup. Merci Laurent Berger d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal Jalabert. Demain, Laurent Berger, à votre place, ce sera Brice Hortefeux, le député européen, membre des Républicains. Si vous voulez lui poser des questions, c'est à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. C'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires.
Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et les Indés Radio. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de cette rentrée sociale agitée avec les Gilets jaunes, la réforme des retraites, mais nous parlerons aussi écologie. Et justement, l'écologie, ce sera le thème de nos reportages en région. Cette semaine, la loi anti-gaspillage est examinée au Sénat à partir de demain. Nous nous pencherons donc sur la question de la gestion des déchets. Direction la Franche-Comté, parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Samia Déchir nous fait le programme. C'est l'un des premiers grands textes de la rentrée. L'examen de la loi sur le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire va s'ouvrir cette semaine au Sénat. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui concernent les entreprises, qui vous concernent aussi. Et pour voir ce que ça va changer concrètement, on a décidé de partir dans l'est de la France. En commençant par la Haute-Saône, on a voulu voir Vesoul et son centre de tri qui rassemble plus de 600 communes très remontées contre la création d'une consigne sur les bouteilles en plastique prévue par la loi. Une loi qui prévoit aussi de créer un indice de réparabilité des appareils électriques et électroménagers. Ce sera l'objet d'un autre reportage dans le Doubs, cette fois à Montbéliard, dans un magasin qui répare et revend des appareils électroménagers. Et puis on s'est demandé ce que les citoyens pouvaient faire à leur échelle pour réduire leurs déchets ménagers. On ira voir ça à Besançon avec les habitants d'un immeuble qui se sont lancés dans le compost collectif. Et les reportages de Samia Déchir et Fabien Ecker seront donc à suivre toute la semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. La question du climat a mobilisé ce week-end avec de nombreuses marches dans toute la France, mais pas seulement dans les grandes villes. Grâce à nos partenaires des télés locales, nous nous rendons au plus près de vous et aujourd'hui, direction Moutier, au cœur de la vallée de la Tarentaise, où les habitants ont pris une initiative. Regardez ce reportage de nos partenaires de 8 Mont-Blanc. Sacs poubelles, chasubles, gants, le matériel a beau être rudimentaire, l'envie de faire bouger les choses n'a quant à elle jamais été aussi forte. Face à l'urgence climatique, chaque action compte et c'est bien là le fer de lance des bénévoles qui s'étaient rassemblés pour nettoyer la ville de Moutier. La prévention c'est très important, donc après le ramassage, on va débriefer un petit peu sur tout ce qu'on aura ramassé, on va parler un petit peu de la réduction, comment aussi on peut éviter ces déchets-là. On va parler aussi de la durée de vie des déchets une fois qu'ils sont jetés dans la nature. Par exemple, une boîte de conserve, ça peut aller jusqu'à 500 ans. Une prise de conscience qui a poussé la quinzaine de volontaires à s'impliquer davantage pour leur collectivité. D'ailleurs, ce rassemblement a été initié à la demande des habitants eux-mêmes. Malgré leur petit nombre, ils sont bien décidés à faire changer les esprits. J'ai vu l'article sur le journal, comme quoi il y avait l'après-midi environnement, donc je me suis proposé de venir et voilà, parce que ça me touche beaucoup, tous ces déchets qui traînent dans la nature, quoi. Parce que bon, les gens ils sont irrespectueux, ils jettent tout, voilà. Nous on fait de la montagne, moi je fais beaucoup de vélo, je jette aucun déchet, on va en montagne, on met tout dans le sac, on redescend tout, on les jette à la maison et voilà. J'espère que dans l'avenir ça augmentera et que tout le monde soit conscient du problème, quoi. Mégots, carton, plastique, la récolte de l'après-midi n'a rien de reluisante. Mais c'est pourtant le sourire aux lèvres que les courageux nettoyeurs ont effectué leur devoir, convaincus de l'impact de telles initiatives. Guillaume Doyen, ce week-end, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Paris, mais il y a eu des marches d'abord dans toute la France, il faut le dire. Et puis ces initiatives pour le climat, pour l'écologie, finalement, elles existent dans de très nombreuses communes. Elles existent dans plein de communes, les habitants s'y attellent. Et puis vous avez plein d'élus locaux qui mènent des initiatives extrêmement variées, si vous voulez. Alors ça va des opérations de nettoyage à l'installation de centrales photovoltaïques, d'interdiction des pesticides, etc. Donc il y a une multitude, si vous voulez, de choses qui sont faites et qui ne se résument pas du tout à un programme national ou même à des manifestations dans les plus grandes villes de France. Finalement, Arnaud Benedetti, est-ce que ce n'est pas au niveau local que cette lutte pour l'écologie, elle est la plus concrète ? Oui, parce que l'environnement, c'est un enjeu de proximité. Ça touche des questions comme l'énergie, comme la qualité de
vie, tout simplement. Donc c'est là où les politiques vraisemblablement publiques peuvent toucher au plus près les citoyens. Et c'est une des raisons vraisemblablement pour lesquelles un certain nombre d'élus locaux, nombreux, s'engagent dans ce type de politique. Il y a un autre sujet qui me paraît important, c'est que l'environnement est de plus en plus porté à la fois par la société civile et par les scientifiques. C'est-à-dire qu'en général, les enjeux politiques sont d'abord fabriqués par les politiques. Et là, en l'occurrence, on est avec un enjeu qui est véritablement porté aujourd'hui par la société. Et on le voit d'ailleurs dans les études d'opinion, on le voit par les mobilisations citoyennes et bien évidemment par les scientifiques, puisque ce sont eux les lanceurs d'alerte sur le sujet. Pascal Tournier, la société, les scientifiques, comme le disait Arnaud Benedetti, sont en avance. Et les jeunes, moi j'insisterai Finalement, aussi. c'est les politiques qui sont en retard. Oui, enfin souvent, de toute façon, on voit bien que c'est souvent la société civile qui est plus en avance que les politiques, et c'est justement la pression de la société civile qui fait que les politiques bougent. Moi, j'ajouterais aussi les jeunes. On voit bien qu'il y a des jeunes qui, un peu l'initiative de cette fameuse jeune Greta Thunberg, mais pas uniquement. Le vendredi, il y a, de nouveau, les jeunes lycéens veulent manifester. Je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients des enjeux parce qu'ils savent très bien que demain, eux seront, je dirais, les victimes, les premières victimes de ce que nous ne ferons pas par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc j'ajouterais vraiment, voilà, j'insisterai sur cette question. Ils sont même plus en avance vraiment dans la conscience, même dans les gestes que les politiques et que même leurs aînés. Alors quand même les politiques qui font des lois, en l'occurrence la loi économie circulaire, la loi anti-gaspillage qui arrive au Sénat demain, est-ce qu'on peut parler de tournant écologique du quinquennat comme le dit le gouvernement, Pascal Tournier? Alors moi j'observerais déjà ce qui s'est un petit peu passé au Sénat, en commission, et on voit bien qu'il y a eu des grosses interrogations qui ont été portées, notamment sur la mesure phare qui est sur l'affaire de la consigne, où véritablement les sénateurs se sont posé la question de la portée véritable de cette mesure et de l'impact, de l'influence des lobbies, toujours, par rapport à cette mesure. Donc, peut-être un tournant d'un point de vue au niveau de l'affichage, mais au niveau de la traduction concrète, je poserais un peu un doute. Surtout que cette loi ne fait pas forcément plaisir aux élus locaux, Guillaume Doyen. Non, ils sont un peu agacés par des mesures qui sont susceptibles d'être coûteuses pour eux, et c'est ce que les sénateurs ont relevé, évidemment. D'autre part, un tournant non, parce que sans se plonger dans le fond de la loi, elle est extrêmement complexe, si vous voulez. Elle parle de mesures qui sont techniquement compliqué à comprendre par les citoyens. Parce que le recyclage, l'économie circulaire, la lutte contre le gaspillage sont des mesures d'échelle industrielle qui impliquent les gens qui produisent, les gens qui ramassent, les gens qui trient et les citoyens. Donc c'est tout un environnement, c'est tout le monde en fait. Arnaud Benedetti, un mot sur le budget qui va être présenté vendredi en Conseil des ministres. Budget que le gouvernement présente comme un budget vert. Est-ce qu'il a pris la mesure de tout ça, le gouvernement ? La question, c'est la sincérité de l'engagement d'Emmanuel Macron dans la cause environnementale, si vous voulez. Et aujourd'hui, en effet, le problème pour lui, c'est d'être crédible sur un sujet qui n'est pas forcément le sien à l'origine. Il ne faut jamais oublier qu'Emmanuel Macron, c'est d'abord un enfant quand même du modèle productiviste. Il est l'enfant des champions de l'industrie, ce qui est tout à fait naturel pour un président de la République. Mais il y a un doute quand même qui pèse sur la sincérité de son engagement, en tout cas d'une partie de l'électorat écologique, qui considère que finalement l'écologie d'abord, c'est un moyen d'être indépendant d'un certain nombre de lobbies. Et est-ce que les moyens et les politiques, les moyens financiers et les politiques publiques qui sont aujourd'hui impulsées par le gouvernement sont à la hauteur des enjeux? C'est une question en tout cas qui lui est posée. Rapidement, Alex. Oui, et puis que le budget de l'écologie augmente cette année, c'est une chose, mais encore faut-il que l'argent de ce budget soit vraiment utilisé pour l'écologie. Je rappelle juste que l'année dernière, il y a eu 477 millions d'euros normalement dédiés à la transition écologique qui avaient été finalement transférés au budget pour renflouer les comptes. Eh bien, on suivra tout ça. On va passer à un autre sujet. Le gouvernement qui doit faire face à une rentrée sociale agitée. Regardez ce qu'on disait Laurent Berger. Il était notre invité il y a quelques minutes. Et pour lui, eh bien, il n'y a pas que le syndicalisme qui est perdant dans cette rentrée. C'est un climat de défiance généralisé. On l'écoute. Il faut arrêter de considérer que le syndicalisme... Moi, Force ouvrière a fait sa mobilisation, je le respecte, il n'y a pas de sujet là-dessus, et je ne vois pas pourquoi ils seraient les perdants d'une manifestation qu'ils ont fait dans le calme. Et vous voyez comme je suis fair-play. Avec très peu de monde. Oui, mais ça, d'accord, mais arrêtons de dire que le syndicalisme est perdant. Le syndicalisme n'est pas perdant. Le syndicalisme était dans la rue, sur le climat, avec beaucoup de militants CFDT qui voulaient aller manifester, qui l'ont fait ailleurs en France, mais qui n'ont pas pu le faire correctement à Paris. Non, le syndicalisme, il est soumis aux mêmes contradictions, aux mêmes difficultés que l'ensemble des institutions.
c'est-à-dire une forme de défiance généralisée. Et plus on donnera à voir, je vous le dis très franchement, plus on donnera à voir des gens qui sporadiquement vont s'engager, vont faire des choses, vont être un peu violents, etc. Et moins on donnera à voir à ceux qui essayent de construire des propositions, des idées, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Eh bien, on fera reculer la démocratie finalement. Arnaud Benedetti, une réaction à ce que nous disait Laurent Berger il y a quelques minutes. Il y a quand même une crise du syndicalisme. Il suffit de regarder le taux de syndicalisation pour se rendre compte qu'on est largement en deçà d'un certain nombre de grands pays européens. Donc il y a un vrai souci. Et on voit surtout que finalement les formes de mobilisation qui ont réussi ces dernières années en France sont des formes de mobilisation qui se sont faites en bypassant les syndicats. La crise des Gilets jaunes en étant l'expression la plus criante et à mon avis la plus probante. Donc il y a en effet les syndicats, et là Laurent Berger a parfaitement raison, les syndicats sont victimes de la défiance qui existe aujourd'hui dans la société française envers l'ensemble des institutions et l'ensemble de tous les corps intermédiaires en règle générale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les critiques qui ont été faites à Emmanuel Macron sur, disons, les réserves qu'il avait vis-à-vis des corps intermédiaires étaient des critiques qui étaient discutables parce qu'en effet, lui-même prenait acte de cette crise et considérait qu'aujourd'hui, les corps intermédiaires ne jouent peut-être pas tout à fait leur rôle. Pascal Tourné. Alors, moi, je soulèverais l'une chose, c'est que je pense que je suis d'accord tout à fait avec Arnaud Benedetti, et en même temps, on voit bien que ce qui est en train de se profiler, c'est des foyers de contestation sporadiques. Alors, d'un point de vue aussi bien qui viennent du milieu syndical, hein, on le voit bien la semaine prochaine, il y a la RATP, la SNCF bientôt aussi qui appelle à la grève, mais aussi plus d'un point de vue de la société civile, même Marche pour le climat, d'une certaine manière, c'est un foyer de contestation. Et ça, je pense que c'est une donne qui est assez nouvelle et qui est compliquée pour le gouvernement, parce que aussi, comme ce qui s'est passé ce week-end, ces foyers de contestation sporadiques peuvent être infiltrés par des noyaux plus violents. On l'a vu avec les Black Blocs au moment de la marche pour le climat. Donc je pense que pour le gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué de gérer, de composer avec cette nouvelle donne, où on voit bien que la société, d'une certaine manière, se cherche et voilà, c'est plus compliqué. C'est compliqué ou c'est impossible à gérer la nouvelle forme que prennent ces manifestations, Arnaud Benedetti ? C'est difficile. Enfin, en termes d'ordre public, on voit que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'ordre public, c'est pas une science exacte dans un État démocratique et dans un État de droit. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout, je veux dire, pour les pouvoirs publics, d'avoir des interlocuteurs qui soient des interlocuteurs solides. Quand vous voulez nouer un dialogue social ou un dialogue politique, il faut des organisations qui soient reconnues. Et en l'occurrence, vous voyez que vous avez des formes de mobilisation aujourd'hui citoyenne qui échappent à tous les cadres de médiation. On est dans une société où la désintermédiation l'emporte. Et pourquoi la désintermédiation l'emporte? Parce que d'abord, il y a des raisons aujourd'hui quasiment techniques qui font que la désintermédiation est possible. Je pense à tout ce qui est lié à Internet et qui permet des mobilisations qui n'existaient pas auparavant. Et puis ensuite, parce que tout simplement, il y a encore une fois une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires. La contestation, il y a un an, elle a pris dans les territoires oubliés, chez ces Français qui se sentaient peu considérés. Est-ce que là encore, les foyers de contestation existent, Guillaume Doyen ? Oui, alors ils existent toujours, mais comme ils sont partis de là, ce sont ceux qui ont été le mieux pris en compte, je dirais, par l'action du président de la République dans la foulée. Donc là, ils surveillent ça comme le lait sur le feu, si vous voulez. Mais comme il y a une crise globale de la négociation, ça peut repartir d'à peu près n'importe où. D'autres secteurs de la société, comme vous l'avez mentionné. Donc oui, il peut faire des efforts. Il a annoncé vendredi un agenda rural, un plan pour la ruralité. Le Premier ministre était venu la veille annoncer encore aux petites villes tous les efforts que le gouvernement était prêt à consentir à leur égard. Il y en a que 2 tournés vers les territoires. Donc cette opération de charme, elle est là, mais si vous voulez, les soucis peuvent venir de bien d'autres endroits. Alex, peut-être un mot, Alors juste, vous qui avez suivi... Emmanuel Macron, pendant ce grand débat national, il a découvert les élus locaux. Je ne suis pas sûr qu'il ait découvert les syndicats, parce qu'en 2 ans, le patron de la CGT le disait, il n'a jamais rencontré le président de la République en tête-à-tête. Donc, Allez, on va partir maintenant, comme tous les jours, vers une rédaction locale de presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, direction Amiens. Retrouvez nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour, Mickaël Tassard. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard. Vous étiez avec nous déjà la semaine dernière et vous le serez tous les lundis pendant 2 mois. Puisqu'on en parlait, vous avez lancé une grande opération intitulée Pic Avenir. Vous interrogez les habitants de la Picardie sur différents sujets. La semaine dernière, on en parlait avec vous. C'était l'économie. Quels enseignements avez-vous tirés de cette première semaine de consultation ?
Oui, Oriane, bien sûr, l'économie donc reine des batailles, puisque dans la Picardie, on constate un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs en France, qui culmine à 11 points. Et puis, quand on interroge les Picards sur quel avenir pour l'économie dans leur région, à l'instar de ce qui se passe sans doute en France, ils misent beaucoup sur l'écologie. Faire rimer écologie et économie, tout ça dans un univers numérique, ce sont vraiment des pistes que retiennent nos lecteurs pour sortir de cette transition à passer qui va permettre aux jeunes de retrouver un emploi dans leur région. Alors après l'économie, autre thème cette semaine, Mickaël, puisque vous allez cette fois parler d'enseignement et de formation. Oui, d'enseignement et de formation. Et ce qu'on constate en fait, c'est que les deux thèmes sont parfaitement liés, puisque quand on a parlé d'économie, beaucoup de nos internautes qui ont laissé des propositions sur notre site internet nous parlent aussi d'apprentissage, puisqu'on constatait que de nombreux postes étaient vacants et que les artisans, notamment secteur d'activité qui marche encore très bien en ruralité, étaient à la recherche d'apprentis qu'ils ne trouvaient pas. Et puis, il faut pas oublier qu'on est dans une région où le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait triplé même ses aides à l'apprentissage versées aux artisans, et que aujourd'hui, depuis les 2 dernières années, 12 400 postes ont été trouvés par des apprentis. Et quand on va parler d'enseignement aussi, il faudra qu'on note que nous sommes dans une région où les indicateurs ne sont pas particulièrement rouges, puisque le nombre d'élèves par classe est à 22 contre 23 ailleurs en France, et paradoxalement, à l'extrémité, on dénote un illettrisme qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est un enjeu aussi, et tout cela étant lié, puisque l'enseignement permet ensuite de retrouver un emploi. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Tassard. Nous suivrons bien sûr tout ça avec vous. Vous serez tous les lundis à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On vous retrouve donc lundi prochain pour en parler. Et un merci également à nos partenaires de WEO pour la réalisation de ce duplex. Un mot, Guillaume Doyen, peut-être, sur ce que vient de dire Mickaël Tassard. C'est assez remarquable l'opération qui mène au Gruyère Picard. Je l'ai déjà dit. Il va y avoir aussi certainement un point sur la mobilité qu'ils vont faire. Parce que être apprenti, c'est aussi se déplacer. Et se déplacer en Picardie, en zone rurale, c'est pas du tout la même chose que se déplacer en Ile-de-France. Eh bien, on suivra tout ça. Vous viendrez nous en reparler, Guillaume, lundi prochain. Et d'abord, Alex, c'est à vous pour votre revue de presse. Revue de la presse quotidienne régionale avec vous, Alex. Et on commence par le Dauphiné. Et oui, à la une du Dauphiné libéré, le procès Mediator qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Un procès hors norme avec pas moins de 5000 victimes, 376 avocats et 25 prévenus. Et notamment sur les victimes, le Dauphiné libéré donne la parole à 4 victimes, 3 femmes et 1 homme, qui racontent les conséquences dramatiques de la prise de ce médicament sur leur vie. Et notamment une femme, Patricia Picot, qui a pris le Mediator de 1994 à 2009 et elle a dû être opérée plusieurs fois du cœur à cause de ce médicament. Elle a été licenciée en 2011 pour cause d'invalidité et dans le Dauphiné libéré, elle raconte les souffrances qu'elle endure au quotidien. Je dois prendre des somnifères la nuit car les valves posées lors de ma dernière opération font un bruit de réveil dans la poitrine. Et à la une du Télégramme, Alex, le débat sur la PMA. Oui, alors que le projet de loi bioéthique va s'ouvrir dans les débats demain à l'Assemblée nationale. Et c'est la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, qui va porter ce texte devant les députés. Et les débats risquent d'être intenses sur une mesure phare du texte, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et un autre sujet complètement, à la une de la presse de la Manche, qui se demande comment limiter l'usage de la voiture. Et oui, cette question n'est pas juste une préoccupation des Parisiens ou des habitants de très grandes métropoles. La communauté d'agglomération du Cotentin multiplie les initiatives pour limiter justement cet usage de la voiture. Elle va mettre en place un service de location de vélos électriques et un projet de bus nouvelle génération est également à l'étude.
Merci beaucoup Alex. On va revenir sur ce qu'a développé Alex dans sa revue de presse. Peut-être d'abord en commençant par le Mediator, Arnaud Benedetti. Le procès s'ouvre aujourd'hui. On le disait, c'est un procès fleuve, près de 2000 morts, plus de 4000 plaintes. Oui, c'est un procès fleuve avec des audiences qui vont s'étaler jusqu'au mois d'avril, avec un nombre de prévenus conséquent, avec un nombre de parties civiles considérable. Et ce qui est intéressant et malheureusement aussi assez dramatique, c'est la relation que les patients et que l'opinion publique peut nouer à la fois avec la médecine et la recherche. C'est que fondamentalement, autant la figure du médecin que la figure du chercheur sont des figures qui sont très positives dans l'opinion publique, mais on voit quand même, et un certain nombre d'études d'opinion l'ont démontré, qu'il y a un infléchissement évident depuis cette affaire, en tout cas depuis tout un ensemble d'affaires d'ailleurs, mais dont l'affaire du Mediator, dans la relation que l'opinion peut nouer à la fois avec le monde de la recherche et le monde scientifique et le monde médical, parce que tout simplement aujourd'hui, la question qu'a fait finalement apparaître l'enjeu du Mediator et le drame du Mediator, c'est la question des conflits d'intérêts. Et ça, c'est absolument essentiel, et c'est un sujet qui est devenu aujourd'hui un sujet très visible dans l'espace public, parce que tout simplement, il y a un doute aujourd'hui qui s'est instillé dans l'opinion sur l'indépendance à la fois des autorités sanitaires et des autorités scientifiques. Et en effet, on a vu un certain nombre d'études qui ont montré un infléchissement de la confiance. Alors, la confiance dans le chercheur reste extrêmement importante, mais aujourd'hui, elle est conditionnée, et ça, c'est, encore une fois, de nombreuses études le montrent, elle est conditionnée par l'indépendance de l'autorité médicale ou l'indépendance de l'autorité du chercheur par rapport à un certain nombre de groupes d'intérêts. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel et d'important. Et dans une société où, finalement, toutes les thèses complotistes ne cessent de circuler, il est évident qu'il faut que les autorités sanitaires et que les autorités scientifiques fassent la démonstration de cette indépendance en matière d'expertise. Pascal Tornier. Moi, je suis entièrement d'accord avec Arnaud Benedetti, mais je mettrai un peu le coup de projecteur sur Irène Frachon, qui est, souvenez-vous, est quand même celle par qui la vérité en fait est apparue. Exactement. Lanceur d'alerte. Et je dirais, voilà, et vous avez prononcé le mot lanceur d'alerte. Et vraiment, l'affaire du Mediator, il y a un peu pour moi, grâce à Irène Frachon, un avant-après par rapport au statut, et ce que représente le lanceur d'alerte. Véritablement, on a commencé à parler de lanceur d'alerte, donc dans le domaine scientifique, avec l'affaire du Mediator, et plus généralement, à partir de cette affaire qui effectivement est juste incroyable de par l'ampleur du nombre de victimes. Et donc voilà, je mettrai vraiment l'accent sur la question du lanceur d'alerte, puisque par la suite est arrivé ensuite un certain nombre de lois pour protéger les lanceurs d'alerte, parce que quand même, il faut rappeler, le combat d'Irène Frachon a été quand même extrêmement difficile. Une pression énorme de la part des laboratoires Servier, qui, on voit bien, c'est un peu le combat qui était entre David et Goliath, avec d'un côté un laboratoire qui a énormément d'argent pour tout faire, pour vraiment... Servier qui commercialise le Mediator. Pardon, excusez-moi, oui, pour vraiment l'empêcher de s'exprimer. On l'a vu sur le livre qu'a publié Irène Frachon, qui a été l'objet de poursuites judiciaires assez lourdes. Donc voilà, je mettrai aussi l'accent sur le lanceur d'alerte, donc représentatif de la société civile, qui s'exprime et qui dénonce justement en particulier les conflits d'intérêts qu'Arnaud Benedetti a soulevés. Ouais, je veux émettre une petite réserve, si vous voulez bien. Oui, Irène Frachon est remarquable et c'est une vraie scientifique. On peut l'appeler lanceur d'alerte, si vous voulez, mais elle avait les connaissances, le savoir, la science pour affirmer ce qu'elle disait. Sont arrivés à sa suite d'autres vrais lanceurs d'alerte et aussi une bande d'escrocs. Une bande d'escrocs qui se disent lanceurs d'alerte contre les vaccins, contre des médications qui marchent effectivement. Mais ce statut-là, ils le revendiquent, ils le détournent à des fins qui, elles, ne sont pas bonnes. Arnaud Benedetti. Oui, mais c'est toute la difficulté, si vous voulez. Ce type d'affaires finit par faire douter de la crédibilité de l'autorité scientifique. Et c'est bien le problème. Et c'est ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, les anti-vaccins surfent sur ce type d'affaires pour, à un moment donné, impulser une stratégie du doute. Donc, il faut encore une fois qu'aujourd'hui, tout ce qui touche à la recherche, tout ce qui touche à la science, tout ce qui touche à la médecine, s'exerce dans des conditions d'intégrité qui soient des conditions de très grande transparence. Eh bien justement, puisqu'on parle de science et médecine, on va passer au dernier sujet de ce club. À partir de demain, l'Assemblée nationale examine les lois bioéthiques. On parle beaucoup de la PMA pour toutes, mais ce n'est pas la seule mesure que contient ce texte. Regardez ce qu'il y a dedans avec Jonathan Dupriez. C'est le texte de tous les dangers pour le gouvernement.
Le projet de loi bioéthique arrive à l'Assemblée à partir de demain et promet d'intenses débats, notamment sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, célibataires et couples de lesbiennes. La procréation médicalement assistée était jusqu'à présent réservée aux seuls couples hétérosexuels. Le texte prévoit aussi d'assurer le remboursement de la PMA par la sécurité sociale. Sur cette question, le président du Sénat, Gérard Larcher, se dit assez ouvert. Une position qui tranche avec celle d'une partie des Républicains divisés sur le sujet. Outre cette mesure phare, le texte de 32 articles prévoit une réforme de la filiation et de l'accès aux origines pour les enfants de lesbiennes nés par PMA afin d'éviter les discriminations. Autre sujet sensible, l'autoconservation des ovocytes. Actuellement, il est possible de conserver des ovocytes pour raisons médicales. Hormis cette situation, il n'est pas permis de les congeler pour mener à bien une grossesse après 35 ans, âge où la fertilité baisse. Le texte prévoit de lever cette interdiction avec toutefois des limites d'âge. D'autres mesures du projet de loi bioéthique concernent la recherche sur les cellules souches embryonnaires, les tests génétiques ou le don d'organes. Le Sénat examinera le texte à partir du mois de janvier. Pascal Tournier, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la PMA pour toutes, mais il y a beaucoup d'autres mesures dans ce texte qui posent elles aussi des questions. Oui, alors c'est vrai qu'on a focalisé sur cette mesure-là, sur cette mesure phare. Je dirais qu'il y a deux niveaux en fait. La PMA pour toutes, c'est répondre à une demande sociétale. Et par ailleurs, vous avez effectivement de la liste de tous les sujets que vous avez mis en avant, où là on est plus sur des questions de bioéthique, où véritablement on va, par rapport à aux avancées scientifiques, poser des limites ou pas. Donc il y a vraiment deux niveaux je dirais, dans ce texte. Après, sur est-ce que c'est le texte de tous les dangers, il faut regarder aussi ce qui s'est passé en commission à l'Assemblée nationale, où globalement les débats se sont à peu près bien passés, même si et donc le gouvernement a pu, il n'y a pas eu de débat houleux, il n'y a pas eu d'opposition très très dure. L'opposition a pu s'exprimer. Il est vrai, en revanche, que aucun amendement de l'opposition n'a été accepté. Donc, il faut quand même s'attendre à effectivement, des prise. Et je dirais que ce serait surtout ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a un appel à la manifestation le 6 octobre. Il y a aussi la manif pour tous. Il y a aussi quand même une opposition qui a été exprimée, en tout cas des réserves qui ont été exprimées par l'Académie de médecine sur la question du père, ou par rapport à l'absence du père en cas de PMA pour toutes. Donc il faut regarder, je dirais, surtout ce qui se passe à l'extérieur plus qu'au sein de l'Assemblée nationale. Arnaud Benedetti. J'ai l'impression quand même que les débats seront beaucoup plus décrispés et dépassionnés que ce que l'on a vécu lors de la loi sur le mariage pour tous. Parce que d'abord, il y a vraisemblablement un niveau d'acceptabilité de ce type de mesure qui est plus grand aujourd'hui dans la société, et un certain nombre là aussi de sondages le démontrent. Néanmoins, il y a des questions anthropologiques qui se posent. Et c'est ce que pose en tout cas l'Académie de médecine dans son avis. Quand elle pose sur la question de l'absence du père, c'est une vraie question qu'il faut poser et qu'il ne faut pas hésiter à poser. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur la question de l'éthique et de la question de la technique, moi je suis beaucoup plus pessimiste. C'est-à-dire que je me souviens d'un auteur qui s'appelait Jacques Ellul et qui, dans les années 60 et 70, expliquait que de toute façon, quelles que soient les évolutions techniques, à un moment donné qu'une évolution technique existe, il est extrêmement difficile de la contraindre. C'est-à-dire, ce qui se fait, se fera, disait-il. Et on peut se poser la question, après ce projet de loi, la question de la GPA, qui elle aussi pose un évident problème d'ordre éthique et notamment de commercialisation du corps humain. Est-ce que la prochaine étape, c'est la GPA ? En effet, le gouvernement aujourd'hui dit clairement s'y opposer, mais il y aura vraisemblablement des revendications, et il existe déjà des revendications de ce type qui aujourd'hui émergent dans la société. Alors oui, je suis d'accord aussi avec Arnaud Benedetti. Ce texte, en fait, pose vraiment de véritables ruptures. Il y a la question aussi de la filiation, qui va être... il y a un grand changement par rapport avec ce texte, s'il est voté, bien évidemment, à savoir que la filiation ne reposera plus sur la question du lien biologique, mais sur la question de la volonté, ce qui marque une véritable rupture. Et par rapport à la question de la marchandisation des corps, moi, je ferai juste référence à un amendement qui a été voté en commission contre l'avis du gouvernement, à savoir que par rapport à l'autoconservation des ovocytes, il va être autorisé, en tout cas c'est l'amendement, dit que les centres privés à but lucratif ont le droit de faire de l'autoconservation des ovocytes. Ce qui, pour moi, pose un véritable souci. On est véritablement là, une porte est ouverte sur la question de la marchandisation des corps. Guillaume Doyen, est-ce que c'est un texte qui peut diviser la société ou est-ce que la société est prête pour ce type de débat ?
Je ne pense pas qu'il soit en état de diviser la société. Non pas qu'elle y soit spécialement prête, mais c'est qu'elle est saisie par bien d'autres problèmes beaucoup plus concrets que celui-là. Je ne dis pas son importance, si vous voulez, mais au moment où vous avez une réforme des retraites, au moment où vous avez une réforme de l'assurance chômage, au moment où vous avez un paquet de réformes comme ça, les gens, si vous voulez, ont leur attention naturellement attirée par ce qui va les toucher le plus concrètement du monde. La PMA pour toutes, ça va concerner quelques milliers de femmes. Je ne dis pas que cette loi n'est pas importante, je dis simplement qu'un certain nombre de gens vont regarder ailleurs. J'ajouterais juste aussi dans les thématiques qui vont être abordées, il va y avoir aussi le débat sur l'immigration qui va arriver, qui sera le 30 septembre, et qui sera vraiment au milieu de l'examen en séance de ce texte. Eh bien, on suivra tout ça, 30 septembre à l'Assemblée nationale et le 2 octobre au Sénat, ce débat sur l'immigration. Mais d'abord, on a commencé ce club en parlant d'écologie. Eh bien, on va le finir en parlant d'écologie avec vous, Alex. Et oui, Oriane, avec... C'est à vous maintenant. Et oui, Oriane, avec des initiatives écologiques et notamment des collectifs citoyens qui se lèvent la nuit pour peindre des fausses pistes cyclables sur les routes de leur centre-ville. C'est le cas notamment à Toulouse, où une cinquantaine d'activistes ont peint une fausse piste cyclable pour protester contre le règne de la voiture dominant au cœur de la ville rose. Ça a été le cas aussi à Montpellier, où des dizaines de personnes ont dessiné en pleine nuit leur fausse piste cyclable, cette fois-ci pour protester contre la discontinuité des voies réservées aux vélos, une discontinuité qui peut être dangereuse pour les cyclistes. Alors comment réagissent les habitants à ces initiatives, Alex ? Eh bien les habitants, ils sont tout contents. Le lendemain matin, à Montpellier, ils ont cru que c'était une vraie voie réservée aux vélos et donc ils ont été nombreux à l'emprunter et ils étaient satisfaits de pouvoir mieux circuler à vélo. Est-ce que les élus sont tout aussi contents ? Les élus sont beaucoup moins contents et la réaction a été immédiate, notamment à Toulouse où le lendemain, les services de la mairie ont nettoyé au Karcher ces fausses pistes cyclables. À Montpellier, même réaction immédiate de la mairie, mais dans la foulée, le maire de Montpellier a été obligé finalement d'annoncer des aménagements vélos dès février 2020, également un plan vélo à hauteur de 10 millions d'euros. Alors même si ces fausses pistes cyclables n'ont pas laissé beaucoup de traces concrètes de peinture, elles ont laissé des traces politiques. Eh bien, on le voit, Guillaume, on revient à ce qu'on se disait au début d'émission, mais finalement, ce sont les habitants qui agissent. Et les élus qui doivent obtempérer. Pascal Tournier. Oui, c'est effectivement, on voit encore une fois de plus la société civile est demandeuse en fait, et créative. Moi, c'est ça ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un bouillonnement, une envie de bouger. Alors même si je pense que c'est toute la problématique de l'écologie, c'est qu'on est tous, je dirais, animés par des contradictions. On a envie effectivement d'avoir un monde plus habitable et en même temps on va prendre l'avion et en même temps, voilà, c'est toute la complexité, je dirais, de l'écologie. Arnaud, on voit, Oui. Allez-y. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des défenseurs de la voiture et que dans certaines zones, il n'y a pas d'autre moyen de mobilité que la voiture. Et d'ailleurs, la crise, encore une fois, des Gilets jaunes en a été la démonstration. Donc il faut faire très attention. Il y a plusieurs France. Il y a la France des villes, il y a la France des grandes métropoles, qui en effet est une France qui est vraisemblablement plus soucieuse de la préoccupation écologique. Non pas que d'ailleurs les zones périphériques ne le soient pas, mais sauf que les zones périphériques sont confrontées à de vrais enjeux et à de vrais problèmes, je veux dire, au quotidien. Quand vous avez 30 km à faire pour aller à votre travail, vous n'avez pas d'autre moyen de transport que la voiture. Donc, en fait, le sujet est certainement beaucoup plus complexe et il faut se méfier aussi quand même des opérateurs. Je suis d'accord que la société est extrêmement bouillonnante et qu'il y a des initiatives, mais il faut toujours relativiser, c'est que les problèmes sont toujours beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et ce que vient de dire Arnaud Benedetti, Guillaume, c'est quand même ce qui est à l'origine de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est là, si on prend le cas très particulier de Montpellier, qui a déjà 5 lignes de tram, il me semble, ce qui est énorme, qui a été construit en quelques décennies, et qui a néanmoins une très grande banlieue qui s'étend dans l'Hérault, parce que c'est une zone qui se pleupe en permanence. Là, on a le cas parfait, si vous voulez, d'un conflit, d'un antagonisme entre deux types d'usages possibles de la voie publique. Ce sont ceux qui viennent de 30 km pour aller bosser dans le centre, et ceux de l'hypercentre, ou du centre en tout cas, qui peuvent bénéficier très directement de ces fameuses lignes de tram qui sont d'ailleurs tout à fait efficaces. Pascal, un mot pour finir ?
Moi, je poserais la question par rapport à ce qui va arriver, la hausse du prix du carburant, qui a priori s'annonce. Je serais curieuse de voir quelles répercussions, quelles conséquences ça va avoir, peut-être à Montpellier, ou même plus généralement en France. Est-ce que ça va réveiller ou pas une possible crise des Gilets jaunes, puisqu'on sait que la crise des Gilets jaunes est partie de cette question du prix du carburant. Je demande à voir. Eh bien, on suivra tout ça. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Merci Pascal Tournier. Merci Guillaume Doyen. On va peut-être voir la une de la Gazette des communes. À la une cette semaine, Guillaume, dites-nous. À la une cette semaine, alors on reparle, si vous voulez, de l'organisation des territoires. On la voit pas, la une, là ? Elle arrive, Guillaume. Est-ce qu'elle arrive ? Voilà. Voilà, les collectivités au pied du mur, les copros dégradés. Eh bien, c'est à lire dans la Gazette des communes. Arnaud Benedetti, merci. La revue politique et parlementaire avec l'Europe à sa une. Vous serez avec nous vendredi, Arnaud. Merci, Alex. On vous retrouve bien sûr très vite dans Bonjour chez vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis à 16h30. Allons plus loin avec Rebecca Fitoussi qui reviendra sur les lanceurs d'alerte dont on parlait avec ce début du procès sur le scandale du Mediator. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Brice Hortefeux, le député européen Les Républicains. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.